le CES 2015 sur Watch TV en direct de Las Vegas avec Withings, leader de la santé connectée. Bonjour et bienvenue ici en direct à Las Vegas pour la quotidienne du CES de Watch TV. Vous le savez, Watch est la seule chaîne française à vous faire couvrir, comme si vous y étiez, toutes les innovations du monde de la high-tech présentées ici à Las Vegas au Consumer Electronics Show. Vous nous suivez également sur le site du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, de l'hebdomadaire Le Point et sur Euronews, nos partenaires pour cet événement. Pour m'accompagner, Grégoire Martinez, éditeur de l'Actu Techno. Salut Grégoire. Salut Alexandre, tu vas bien? Ça va autant que possible. Voilà. D'ailleurs, dans ces circonstances un petit peu particulières, je vous propose qu'on marque tout de suite une petite pause. Alors, Grégoire, nous avons appris avec horreur ici au réveil ce matin ouais. L'abomination qui a touché la rédaction de Charlie Hebdo. Cette horreur, ces 12 victimes qui ont payé de leur vie, leur liberté d'expression, nous bouleverse tous. Aux familles, aux proches des dessinateurs, Cabu, Wolinski, T-News, Sharp, enfin tous ces noms qui ont marqué Charlie et qui ont marqué l'histoire de la presse en France et qui nous ont marqué nous par leur dessin, mais aussi à celle des confrères et personnes plus anonymes ainsi qu'aux policiers qui sont morts dans cet attentat. Nous voulons dire ici notre solidarité, notre profonde indignation. Je vous propose pour ça qu'on fasse silence pendant quelques instants. Voilà, et pour conclure ce recueillement, je signale que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et la secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, sont en ce moment même en train de réunir ici à Las Vegas, à l'Eureka Park, la communauté française présente sur place. Alors Grégoire, on va essayer de reprendre sereinement après tout ça. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que tu as vu d'intéressant, de réellement innovant durant cette seconde journée? Tu étais un peu désabusé après la première, hein? Oui, la première c'était hier en fait. C'est la journée des conférences de presse qui m'a un peu déçu peut-être. J'ai peut-être pas vu tout ce que j'attendais de voir. La journée d'hier, alors moi je suis resté au Convention Center parce qu'il faut expliquer qu'il y a quand même deux grands lieux ici pour le CES. Il y a le Convention Center où on est là en ce moment et où on retrouve tous les grands, on va dire Samsung, LG, Sony, Intel. Et puis il y a ce qu'on appelle Tech East, je crois. Ici, c'est dans des hôtels, c'est l'endroit où on retrouve toutes les startups et notamment les startups françaises à l'Eureka Park. Donc je suis resté hier au Convention Center. Ce que j'ai vu d'intéressant, une montre modulaire, une montre connectée modulaire à la manière du Phone Blox, ce téléphone dont on peut assembler les éléments. Signé Blox aussi, c'était chez Intel, sur le stand d'Intel. Et c'est un produit assez intéressant qui devrait sortir d'ici dans les prochains mois, d'ici au mois de mars, pour 149 € et c'est compatible en plus d'Android avec iOS. Donc une montre connectée multiplateforme, ce qui est plutôt pas mal. Alors je vous rappelle que cette semaine Watch bouleverse ses programmes, se met à l'heure de Las Vegas et du CES avec cette quotidienne en direct bien sûr, mais aussi à chaque heure la minute CES. Et pour qu'un petit morceau du CES arrive même directement chez vous, notre partenaire vous propose de gagner chaque jour un joli cadeau. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Grégoire, à faire gagner? Alors aujourd'hui on fait gagner le Pulse O2, ce capteur d'activité signé Withings, un podomètre et un tracker de suivi du sommeil. Alors pour le gagner c'est simple, vous allez rester avec nous, soyez attentifs à la question qu'on vous posera un peu plus tard dans l'émission. À ce propos, félicitons le gagnant de la montre Withings Activité Pop qui a répondu correctement hier à la première question.
Il s'agit de Maxime Pauvert. Maxime Pauvert qui recevra bientôt chez lui ce joli cadeau. On va maintenant passer au sommaire de cette émission qui risque d'être un petit peu bouleversé parce qu'il est possible que certains de nos invités soient en ce moment avec le ministre. On a prévu de recevoir Quentin Sagnier, le PDG de Vialet, qui j'espère arrivera un petit peu plus tard dans l'émission. On parlera également de sport connecté avec Didier Jousserand, cofondateur d'Eyesight Watch, qu'on va accueillir d'ailleurs puisqu'il est arrivé. Montez en plateau, Didier, n'hésitez pas, hein. Vous allez passer devant les caméras, mais c'est pas très grave, installez-vous là-bas. Christophe Chancenet, directeur marketing et vente de Air France, ainsi que Gilbert Réveillon, directeur général de Citizen, et on va parler également Internet des objets avec Frédéric Salle de Matouma. Ouais. Pour en parler avec nous, j'accueille également Guillaume Gralet de l'hebdomadaire Le Point. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va? Ouais, c'est un peu dur là. Ouais. Voilà. Alors, toi, tu as déjà aussi usé tes semelles sur les allées de ce salon et des nombreuses à côté depuis quelques jours. Quel premier bilan tu en tires déjà? Alors, moi, dans ce genre d'événement, j'aime surtout tout ce qui se passe un petit peu en marge, et notamment tous les événements dédiés aux startups. Il y a Unveiled, bien sûr, mais il y a aussi le Pepcom. Hier, il y avait Showstopper, exactement. Donc c'est là où on voit vraiment des startups très intéressantes qui n'ont pas forcément énormément d'argent pour intervenir, notamment dans des grandes conférences. Alors, on a revu des choses qu'on connaissait, mais qui ont bien transformé. 3D Doodler, par exemple, le stylo qui imprime en 3D, va aller sur Kickstarter et se rapproche vraiment de quelque chose d'intéressant. J'ai vu une boîte israélienne que je trouve intéressante qui s'appelle CEO, et c'est un petit spectromètre qui va vous permettre, en le pointant sur des aliments, de regarder le degré d'humidité, la graisse, et va nous renseigner sur ce qu'on mange en fait. Alors, je crois que tu as également pu rencontrer notre ministre Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'un ministre de l'économie vient au CES. Il est accompagné d'Axel Lemaire, on l'a dit d'ailleurs, on l'a reçu ici même dans l'émission hier. Alors, sans trahir les secrets que les lecteurs du Point découvriront, j'imagine, très bientôt, qu'est-ce qu'il t'a raconté lors de cet entretien? Donc, c'est ministre de l'économie et du numérique, hein, c'est aussi la première fois qu'on a un vrai ministre, et c'est très bien, parce qu'on voit que c'est pris au sérieux. Mais il est un peu fidèle à son image, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas trop de tabou, il parle pas comme un homme politique, même s'il a fait... Oui, on a vu qu'il y a des propos qui ont fait... D'ailleurs on peut dire qu'ils ont fait scandale, parce que il souhaitait que les jeunes Français puissent devenir milliardaires. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme ambition. N'aie pas peur de devenir milliardaire. Voilà. Ouais. Je le cite pas dans le texte parce que j'ai pas lu le... Non, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas longtemps il a organisé un dîner avec les barbares. Vous savez, ce sont plusieurs centaines de personnes qui veulent que ça bouge en France, et il a vraiment ce discours-là, hein. Il a 37 ans, il a fait l'ENA, mais il a conscience que chez l'establishment français, il y a des choses qui doivent changer, et quand il parle, on a vraiment l'impression qu'il décrit une révolution à venir, et en gros, les anciennes boîtes du CAC 40, par exemple, qui ne voudront pas se préparer, il appelle d'ailleurs ces entreprises à s'y préparer, eh bien, elles n'auront pas le choix, elles seront balayées, et il appelle vraiment à la naissance de jeunes pousses, et également au voyage, puisqu'il dit que le voyage, ça forme la jeunesse. En parlant des autres hommes politiques, je trouve ça plutôt rigolo. Alors, la délégation française est venue en force, hein. Vous en avez un représentant à vos côtés. Bonjour Didier. Plus de 120 représentants, je crois, cette année, hein. Et ce qui est bien, tu me diras si tu es d'accord ou non avec ça, c'est pas tant la quantité que la qualité Oui, on a des boîtes vraiment intéressantes. J'en parlais avec Olivier Ezrati, qui est un consultant qui fait un rapport absolument génial chaque année sur le CIS, effectivement, mais aussi sur les startups. Un guide des startups qui est absolument génial, que beaucoup de créateurs adorent. Et en fait, il dit, effectivement, il y a des choses qu'il faut développer, hein, pour les startups françaises, notamment l'accès au capital, l'accès au marché étranger, parce qu'il n'y a pas encore de marché européen. Mais il dit, dans ces entreprises françaises, il y a peu de MeToo, c'est-à-dire il y a peu de copies, mais il y a vraiment de la création originale. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, qu'il faut souligner. Il faut certes encourager ces startups, mais on voit qu'il y a de l'originalité, et ça, c'est vraiment rafraîchissant. Alors, Didier, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, vous. Citizen... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Eyesight Watch, pardon. Je mélange mon conducteur. Pas grave. Donc, Eyesight Watch, c'est une montre connectée. Elle est un peu particulière. Elle compte des points. Avec des lieux de tennis. Exactement ça. En fait, on est parti d'un principe de base très simple, c'est-à-dire de se dire que le comptage des points au tennis était extrêmement compliqué. Il y a plusieurs formats de matchs différents, et on a voulu aider les jeunes joueurs ou les néo-compétiteurs dans cette démarche-là, c'est-à-dire avec un seul presse-bouton, être capable d'avancer le score. Mais au-delà de ça, on a fait en sorte que les deux montres soient connectées entre elles de manière à avoir quelqu'un qui compte les points et l'autre personne reçoit l'information en direct live. Je ne sais pas si on peut voir en même temps les images de cette montre qu'on a. Par contre,
Si vous pouvez la retirer, qu'on puisse la voir, Avec éventuellement plaisir. la montrer. Enfin, et d'ailleurs, moi, je ne l'ai pas encore vue, donc plutôt intéressant. Donc j'imagine qu'évidemment, elle s'adresse aux joueurs de tennis. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Racontez-nous. Alors en fait, ce qu'elle fait exactement, c'est qu'elle permet d'éviter les disputes éventuelles pendant les matchs de tennis, amateurs j'entends. C'est-à-dire sa première fonction de base, c'est d'aider les joueurs à compter au tennis, c'est-à-dire de dire effectivement il y a 15A et non pas 30-15, donc ça évite les disputes. Dans un second temps, l'intérêt de cette montre, c'est effectivement de partager les données en direct live, exactement comme une appli Eurosport est capable de le faire, c'est-à-dire sur des joueurs amateurs, les parents, les coachs ou la famille ou les amis sont capables de suivre l'état d'avancement du match en direct live. Et le dernier point, c'est d'analyser les performances, c'est-à-dire le coach peut utiliser l'intégralité des données qui va être récupérée sur une application dédiée tennis pour essayer de faire progresser ses joueurs, à savoir le nombre de services gagnés, le nombre de breaks, la durée des matchs, de manière à pouvoir avoir une analyse plus fine et plus détaillée sur l'intégralité des données tennis. Alors comment ça marche concrètement? On joue au tennis, on marque un point et on décompte son point, c'est ça? C'est exactement ça, il n'y a rien de plus simple, c'est-à-dire ça ne gêne absolument pas la routine du joueur. On appuie sur un presse-bouton, soit je marque le point, soit il marque le point. Le cadran représente un terrain de tennis, on est toujours en bas et le partenaire est en haut. Il y a aussi des fonctionnalités de coaching, je crois, avec cette montre. C'est exactement ça. En fait, l'intégralité des données est envoyée directement sur une application de manière à faire en sorte que le coach puisse suivre des données statistiques qui sont intéressantes pour lui, des ratios victoires-défaites ou encore des services gagnés ou des services perdus, qui permet d'adapter son travail de coach à l'issue des différents matchs. Et l'application est disponible sur? L'application va être disponible à la fois sous iOS ou sous Android et elle sera gratuite. D'accord. Oui, donc là je la vois en bleu, il y a plusieurs coloris disponibles. Il y a exactement 6 coloris disponibles et elle va être disponible à partir du mois de mars en France. Et effectivement, on profite du CES pour trouver des distributeurs internationaux. À quel prix? Elle va être disponible au prix de 129 €. D'accord. Alors là, vous avez choisi le tennis. Alors j'ai envie de vous demander d'abord, pourquoi le tennis? Et deux, est-ce que vous allez décliner ce principe, ce système ou ce concept sur d'autres produits? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi le tennis? Parce que c'est le premier sport individuel en France. Donc nous sommes partis de ça. Et puis également parce qu'on avait une affinité, une appointance particulière pour ce sport. Mais effectivement, à partir du moment où cette montre existe, elle est totalement déclinable à l'ensemble des sports de raquettes. Et surtout, elle va permettre de pouvoir communiquer en live des résultats de match à tout le monde. D'accord. Grégoire? Ou Guillaume, ouais. Non, Guillaume, pardon, je dis Grégoire. Non, ce que je trouve intéressant avec ce concept, c'est que moi je me rappellerai toujours des disputes entre mes parents lorsqu'il fallait choisir, trouver un chemin par exemple, et on a dit que le GPS avait permis justement d'éviter énormément de disputes. Alors si cette montre fait la même chose sur les... En fait, on engueule le GPS, on n'engueule plus le partenaire. Exactement. Là, on va engueuler la montre si on se C'est trompe ça, pourquoi pas. dans le décompte. Donc ça c'est bien joué, je trouve ça rigolo comme idée. Okay, merci beaucoup. Alors on va continuer tranquillement le fil de l'émission. On va rester un peu sur le sport connecté, on y reviendra tout à l'heure avec un autre invité. Mais c'est quoi la tendance aujourd'hui du marché? Est-ce que ça prend vraiment? Peut-être Guillaume, si tu as un élément de réponse à ça, et puis ensuite Didier. Le sport connecté, ouais, on voit de plus en plus de capteurs. Moi, il y a une entreprise que je trouve intéressante, qui monte de plus en plus, d'ailleurs, qui vient d'annoncer ou qui va annoncer une levée de fonds importante. C'est Citizen Science. On les aura tout à l'heure en plateau. Très bien. Si tout va bien. Donc, ce sont les t-shirts connectés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent depuis longtemps avec des équipes de rugby, avec des équipes de foot, je crois également. Donc, il y a un vrai travail sur le sport connecté. Les capteurs pour les capteurs, j'ai un peu plus de mal à y croire. Et les capteurs dans le corps, là, je ne sais pas si les sportifs vont accepter en fait. Alors, nous, simplement un point, les principales recommandations, ou en tout cas avis que l'on a eu pendant le CES, c'était de dire que enfin on a un objet connecté qui est dédié. C'est-à-dire on est spécifique tennis, on ne fait pas tout et rien, c'est vraiment un objet utile dédié. Donc a priori les gens sont en demande de ce genre d'outils très précis. Et justement vous disiez on lance notre produit à CES, qu'est-ce que vous venez chercher à CES? Alors nous on est une association de 3 sociétés pour développer ce concept, et en fait ce qu'on est venu chercher au CES, c'est à la fois de la notoriété, de manière à faire connaître notre produit qui est absolument nouveau, et à la fois des distributeurs pour nous aider sur la distribution internationale. D'accord, et quand on vous parle de l'arrivée en force de la French Tech au CES, de la présence d'Emmanuel Macron, d'Axel Lemaire,
Comment est-ce que vous ressentez ça et comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Nous, on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant pour la notoriété des startups françaises. On trouve que c'est plutôt glorifiant qu'ils puissent organiser des soirées avant Vegas et qu'ils soient venus nous voir sur le congrès. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous a paru intéressant pour nous, startups françaises. Et puis il faut savoir qu'il y a eu une soirée organisée par Emmanuel Macron et Axel Lemaire 2 semaines avant CES à Paris pour réunir toutes les startups qui partaient à Vegas. Ça vous donne un vrai élan, un vrai coup de fouet, ça. Ouais. Et est-ce que vous attendez d'autres choses en fait en termes de mesures pour que les startups puissent grossir encore plus vite en France? Non, écoutez, effectivement, ça nous a fait sourire les récentes déclarations parce que nous, on est une start-up, donc forcément, avant de devenir milliardaire ou millionnaire, il va se passer beaucoup de temps. Donc non, nous attendons pas spécialement de mesures, mais effectivement, ce type d'aide pour ce genre de salon peut être intéressant pour les start-up. Un soutien. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause. On va diffuser une minute CES et si elle est prête en régie, et on va revenir dans quelques instants. La Minute Watch, toujours aussi SNVille, pour faire découvrir une innovation d'une start-up française, Oli. Et c'est le Sleep Compagnon, une ampoule connectée qui permet de mieux vous endormir. C'est ça? Oui, pas de Sleep Compagnon, la première solution qui combine une ampoule qui est spécialement conçue pour le sommeil, donc avec des longueurs d'onde qui sont adaptées. Donc il y a 20 LED en fait à l'intérieur de l'ampoule qui diffusent plutôt du rouge le soir, plutôt du bleu le matin, et ça a un impact en fait sur le taux de mélatonine de votre corps. D'accord, et donc tout ça, c'est mesuré via une application mobile qui mesure d'autres données également grâce aux capteurs présents dans le smartphone. Voilà, donc des données importantes, c'est notamment l'environnement de la chambre à coucher. Température, niveau de bruit, niveau de luminosité. Il faut savoir que 40% des gens dorment dans une chambre qui n'est pas appropriée pour le sommeil. Et donc nous, on va traquer l'environnement. Et si vous avez d'autres objets connectés, comme des bracelets, comme des stations météo et ainsi de suite, on est capable d'avaler les données de ces produits. Par exemple, la donnée d'environnement de CO2 avec des stations météo, et bien on peut du coup les collecter. Et le but de Sleep Compagnon, c'est faire des recommandations sur pourquoi vous dormez mal. Et donc plus on a de données, plus on peut faire des recommandations qui sont précises et personnalisées par rapport à votre cas. D'accord, donc Sleep Compagnon déjà disponible en France pour 79 €. Alors j'accueille maintenant Christophe Chancenay, directeur marketing de Air France. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors merci d'être là aussitôt puisque le conducteur est un peu bouleversé. Il y a beaucoup de trafic en même temps avec les événements à Paris. Il y a beaucoup de gens qui sont pas encore arrivés, qui sont probablement avec nos ministres. Avant de parler de votre CES, Christophe, je voudrais demander à Guillaume son avis. Enfin, je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller voir un petit peu les stands de ces gros acteurs comme Haier, Samsung, LG, etc. S'il y a une tendance forte sur l'équipement de la maison au-delà des téléviseurs, je pense au frigo, aux machines à laver. Bon, en fait, pour être honnête, je ne suis pas encore allé, je pense y aller cet après-midi, mais dans les annonces que j'ai vues, en fait, on voit de la part des gros acteurs, on a parlé des petits acteurs tout à l'heure, une consolidation, c'est-à-dire que on a vu les frigos connectés par exemple, on en parle depuis plusieurs années, mais on voit que les demandes s'adaptent de plus en plus aux clients. En fait, je pense que sur ce type d'objet qui touche l'intime, puisque ça va dans les maisons, il faut beaucoup rassurer, il faut être le plus invisible possible, qu'on ne voit pas du tout la technologie, et c'est ce sur quoi bossent les grands groupes en ce moment. Alors justement, ailleurs, ici à CES, des smartphones, des téléviseurs aussi. Si vous deviez citer 2 grosses nouveautés de chez Haier pour ce CES, ce serait quoi? Alors effectivement, on a beaucoup de produits qui sont exposés. J'ai envie de citer un prototype qui est très intéressant, qui en fait va s'intégrer dans l'univers futur d'une maison. Parce que comme vous savez, Haier est la marque leader sur l'électroménager. C'est un nouveau système de rafraîchissement d'air basé sur les champs magnétiques. Alors c'est une technologie qui a été développée avec BASF, qui est très intéressante dans le sens où, grâce à l'inversion des champs, on va pouvoir soit rafraîchir ou réchauffer de l'eau. Mais c'est de l'eau en fait qui ne contient aucun élément nocif pour l'environnement. On parvient aussi grâce à cette technologie à enlever quasiment toutes les vibrations. Alors ça peut être bien pour un frigo bien sûr, mais encore mieux pour une cave à vin. Et également, on va pouvoir faire baisser la consommation d'énergie d'environ 35%. Voilà, ça reste du prototype, mais je vous encourage à venir découvrir ce produit-là qui est vraiment étonnant dans l'univers de la réfrigération. Et moi, je suis assez impressionné à chaque fois que je vais visiter le stand Haier, c'est tous les écrans en fait qu'ils arrivent à mettre absolument partout, oui, sur des choses où on sait qu'il n'y aurait jamais besoin d'écran, et ça, c'est assez bluffant. Alors, vous dirigez le marketing de Haier depuis quoi, 5 ans, c'est ça à peu près? Oui, c'est 4 ans en fait, ouais, hein, absolument. J'ai envie de vous demander quels sont
le ou les changements les plus marquants de ces 5 dernières années dans le domaine que vous couvrez, parce que ça évolue vite. Oui. Alors ce qui est vraiment étonnant, lorsque je suis arrivé en fait, j'étais en charge de la télévision sur l'Europe et au bout de 2 ans on s'est rendu compte que ce magnifique marché de la télévision, malheureusement, lorsque le passage vers le numérique était fini, était en train de s'effondrer. Donc il a fallu changer de focus et finalement penser écran au sens large, c'est-à-dire dans toutes ces diagonales. Donc aujourd'hui on a introduit des téléphones mobiles, on a introduit des tablettes, donc on est présent sur des produits de 1,77 pouces jusqu'à 105 pouces, mais aussi dans le sens connecté. Déjà il y a 2 ans, on voyait bien que tout cet univers-là un jour allait communiquer les uns avec les autres, que ce soit des produits de la maison, l'électroménager, ou que ce soit des produits électroniques. Et là aujourd'hui, je suis très satisfait parce qu'on est en plein dedans. Donc si vous venez sur le stand de ailleurs, vous allez voir beaucoup de télévisions, vous allez voir aussi plein d'écrans connectés. Et alors justement, ces télévisions, ça fait maintenant, je sais pas, allez, facilement 3 ans qu'on voit des téléviseurs Ultra HD ici au CES, des technologies OLED. Absolument. On a même vu de la 3D à un moment, elle n'est pas restée longtemps. Ouais. On en parlait hier, ouais. Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on choisit les technologies qu'on va présenter, qu'on va mettre en avant, et comment on assiste quand même à une baisse de prix assez importante sur ces technologies-là? Jusqu'où est-ce qu'on peut espérer aller? Alors en matière de baisse de prix, c'est difficile de dire parce que c'est vraiment lié à la fois la technologie et puis aussi, on va dire, la démocratisation de cette technologie-là via des volumes. Mais c'est vrai qu'on peut trouver aujourd'hui un 65 pouces UHD en marque ailleurs à moins de 1000 €, ce qui est absolument fabuleux quand on pense au prix. Sur un écran de quelle taille? À 65 pouces, donc on est à plus d'un mètre, quasiment 1,50 m je pense. Les gammes moins de 1000 €, c'est votre cible à vous? Oui. Alors moi, il y a visiblement un décalage de marché, alors pas forcément sur ce que attendent les gens, c'est-à-dire aujourd'hui peut-être du 4K, de l'Ultra HD, mais sur le type de produits qu'ils vont acheter pour obtenir ça. Vous avez sur votre stand beaucoup de produits qui ne seront pas disponibles en Europe. Il y a un vrai décalage entre l'Europe et les États-Unis. Non, pas tant que ça en fait. Si vous voulez, alors sur les télévisions, c'est assez flagrant parce qu'on a un standard NTSC ici, donc les produits en fait ont des références différentes. Par contre, ce sont les mêmes qui sont vendus en Europe, mais adaptés à notre standard PAL-SECAM. Après, on a quelques prototypes. On a toujours aimé, avec ailleurs, à montrer des technologies qui pourraient équiper le futur. Donc j'ai parlé tout à l'heure de ce système de réfrigération. J'ai aussi un prototype aujourd'hui qui est assez intéressant, qui s'appelle le TV modulaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement innovant. En fait, on s'est rendu compte que une dalle, un écran de télévision, c'est beaucoup moins vite que ce qu'il y avait à l'intérieur en termes de technologie, soit au niveau soft, soit au niveau hardware. Donc aujourd'hui, on propose aux consommateurs d'acheter une dalle UHD parce qu'on se dit que dans les 5 à 10 ans à venir, globalement, on est assez tranquille avec cette technologie-là, le temps qu'elle s'installe. Et par contre, on va pouvoir changer à l'intérieur son module. Si aujourd'hui, j'ai pas d'UHD à la maison, c'est mon cas, j'ai une box, je vais prendre le module Full HD. Avec la fonction Smart TV. Et si demain l'UHD est enfin disponible chez moi, et ben je vais pouvoir prendre ce module UHD, bénéficier de l'UHD et aussi avoir les dernières connectiques du moment, c'est-à-dire l'HDMI 2.0 qui sera peut-être l'HDMI 2. quelque chose. Donc c'est vraiment intéressant et je vais pouvoir faire aussi évoluer le software. C'est-à-dire que mon télévision connectée aujourd'hui, elle marche bien. Dans 3 ans, elle sera peut-être plus au goût du jour, donc je pourrais aussi la faire évoluer. Voilà, ça c'est vraiment un concept qui m'intéresse parce qu'on peut garder son écran et faire évoluer la technologie qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on a des technologies OLED, des écrans OLED chez ailleurs? On en a, on les montre. C'est vraiment ce que j'appelle les produits de salon, mais malheureusement de salon professionnel, hein, pas de salon grand public, parce qu'aujourd'hui cette technologie est assez chère à fabriquer, elle est assez difficile aussi à maîtriser. Donc on le montre parce qu'on aime bien montrer qu'on sait faire ces produits-là avec le design de la marque. Donc d'ailleurs le produit est très sympathique au niveau design, mais c'est pas un produit qu'on vend aujourd'hui ni en Asie ni en Europe. Alors, on aurait dû avoir en plateau aujourd'hui Nicolas Ferry de chez Samsung, ah bah oui. un de vos confrères. Absolument. Parce que ça joue pas mal hein, dans la bataille des prix, les Coréens, les Chinois, les Japonais. On va écouter son interview. Guillaume, je sais que tu es pressé, je vais te laisser partir. On écoute Nicolas Ferry et on revient avec un nouvel invité. Vous restez avec CES cette année. Vous avez un hall immense, c'est presque un salon dans le salon. C'est en dehors des très belles télés qu'on voit derrière nous, c'est quoi la tendance cette année pour Samsung? La grande tendance, c'est les produits connectés, c'est l'Internet des objets. C'est des produits qui sont interconnectés les uns aux autres avec un système le plus ouvert possible. Donc l'idée, c'est, quand vous dites le plus ouvert, c'est que même si j'achète pas un produit Samsung, je puisse le connecter à un produit Samsung, c'est ça? L'objectif, c'est d'être le plus libre possible en termes d'offres consommateurs. Donc on va travailler avec de nombreuses marques au travers de SmartThings
pour avoir un système le plus ouvert possible. Comme ça, le consommateur pourra trouver des produits qui communiquent entre eux, quelle que soit leur marque, quel que soit leur univers, en vertical et en horizontal. Alors là, on parle de produits connectés en général. Qu'est-ce que Samsung a à offrir cette année en matière de nouveautés d'objets connectés? Alors en matière de nouveautés et d'objets connectés, on a la télé qui est toujours connectée, une télé qui va apporter plus de qualité d'image cette année avec le SUHD. On a retravaillé le rétroéclairage du produit, on a retravaillé la dalle du produit, on lui a apporté des nanotechnologies pour avoir plus de couleurs, plus de luminosité et plus de contraste. Donc cette télé, elle est connectée avec un nouveau système d'exploitation qui est Tizen. Tizen qui va être compatible à 100% avec SmartThings, donc avec l'univers des objets connectés, avec l'Internet des objets connectés. Et puis en complément de ça, on a des produits audio-vidéo qui sont eux aussi connectés. J'ai vu effectivement de très belles enceintes là-bas. Oui, un tout nouveau concept d'enceinte pour le salon, des enceintes avec un design complètement nouveau, des enceintes qui vont diffuser du son à 360 degrés, à l'horizontale et à la verticale, donc on peut parler de son à 720 degrés, et un son multidirectionnel. Et ces enceintes font partie de l'écosystème Multiroom, ce sont des objets connectés à mon réseau et qui vont pouvoir communiquer avec les smartphones, avec la télé, sans fil. Alors là, on parle de smartphone, on parle de télé, on parle d'enceinte. Les smartwatches et ces petits objets qu'on porte sur soi, vous en présentez des nouveaux ici? Alors, les smartwatches, on les fait fonctionner avec les téléviseurs, puisque les smartwatches sont des objets connectés. On va pouvoir jouer notamment sur ce qu'on appelle du casual gaming, donc des jeux simples, notamment du Just Dance par exemple, qu'on intègre dans les Smart TV. On pourra jouer avec sa montre connectée, plus besoin de télécommande, plus besoin de manette, on joue directement avec son objet connecté. Quelle est la tendance du marché français sur le 4K, l'Ultra HD, dans lequel vous êtes un des acteurs majeurs, on peut citer les autres, il y a LG, il y a Sony, Panasonic. Vous êtes également un acteur majeur. Vos produits sortent d'ailleurs vainqueurs de nombreux tests. C'est quoi la tendance du marché en matière de télé 4K en France aujourd'hui? Alors on est sur un marché du HD qui fonctionne très bien en France. Il s'est fait pas loin de 250 000 pièces cette année sur le marché. On espère beaucoup plus l'année prochaine puisque 50% de notre gamme sera incurvée et 70% de la gamme sera UHD. Donc on a une vraie volonté d'apporter plus d'UHD sur le marché et d'apporter aux consommateurs cette qualité d'image en 8 millions de pixels. Alors le consommateur lui a besoin de savoir parce qu'à un moment il va falloir qu'il choisisse ce qu'il achète. Il a peut-être l'impression de s'être un peu fait avoir avec la 3D. Est-ce que le 4K c'est différent? Le 4K c'est une définition, c'est complètement différent. En fait, je parlais en termes de technologie et d'offres à venir. La 3D, il s'en vend finalement assez peu. C'est finalement un peu comme le Blu-ray. On n'est pas sur le problème de la qualité, on est sur un problème d'offre ensuite de consommables pour l'acheteur. Est-ce que la 4K ça va être différent? Est-ce que la tendance est plus lourde, plus marquée? Alors sur la 3D, déjà on est sur un problème qui est le problème des lunettes. Porter des lunettes dans son salon, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour le consommateur. Sur l'UHD, on n'a pas besoin de lunettes. On est sur une dalle en 8 millions de pixels, sur des détails beaucoup plus marqués sur chacune des images. Et on va avoir un téléviseur qui va me permettre de mettre une très grande taille d'écran dans une petite pièce. J'ai plus besoin d'un recul énorme puisque j'ai une dalle qui est bien mieux définie. Donc on répond à un besoin consommateur. Le consommateur veut plus de qualité d'image, il veut une taille plus grande. Il faut se rappeler que le consommateur aujourd'hui, c'est plus un primo-accédant à l'écran plat, c'est quelqu'un qui renouvelle un écran plat. Et quand il renouvelle son écran plat, il veut plus de qualité d'image, plus de connectivité et un joli design. Alors pour finir, la plus petite dalle 4K que vous proposiez et la plus grande, c'est quoi les diagonales? On va commencer en 40 pouces sur la gamme 2015 et puis on va jusqu'à 105 pouces, 110 pouces. Merci Nicolas. Merci. Voilà, de retour au CES en direct. Je suis toujours avec Christophe Chancenay, directeur marketing de Air France. Et j'accueille Aymeric Renaud du Parisien aujourd'hui en France. Merci de nous avoir rejoints. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est un peu spécial aujourd'hui. Ouais. Alors, avec toi, Aymeric, on va faire un petit point justement sur toute cette offre, on va dire, de la maison au sens large. Hein. Je crois que tu as vu des choses qui t'ont intéressé. Chez LG, peut-être chez d'autres, chez ailleurs également. Dis-nous un petit peu ce que tu voulais. Chez les grands constructeurs, il y a eu des conférences. Bon, très honnêtement, chez Samsung, j'ai
pas été super emballé. Par contre, il y a l'autre marque concurrente de Samsung, LG Electronics, et là, très honnêtement, Ils ont montré des choses assez intéressantes. Alors, alors, on va me dire oui, mais c'est pas vraiment de la techno pure et dure. Je me dis tant pis. Je trouve que l'idée est très très bonne. Alors, ça commence avec un lave-linge. Alors, on va dire un lave-linge. Ok, à double d'accord. étage. Alors voilà, mais c'est Ouais. tout bête. Mais je trouve que c'est une excellente idée. Donc double tambour, un tambour normal avec chargement frontal en haut, et en dessous un tiroir que l'on tire, dans lequel un deuxième tambour est installé, mais cette fois-ci à l'horizontale, un petit tambour dans lequel on peut mettre quelques pièces de vêtements qu'on veut rafraîchir, ou alors ce sont des textiles délicats. On n'est pas obligé on n'a pas tout le temps envie de faire 7 kilos de linge de machine, donc pour le tout venant, je trouve que c'est une excellente idée. Bon alors, attention, il y a un petit bémol, le prix on connaît pas, on sait que ça va être un peu élevé évidemment. En fait, ça fait deux machines à laver. Il y a deux machines à laver dans une. En même temps, il y a 2 machines à laver, donc on peut pas, voilà. Mais on m'a Et dit puis, moins cher qu'une deuxième machine. voilà. Alors le problème aussi, c'est que moi je travaille au Parisien, donc je pense aux Parisiens. Vu la taille de la bête, Faut de la place. dans le 35 mètres carrés, dans le 14e, ça va être un peu compliqué à passer. Donc évidemment, ça s'adresse plutôt à des familles nombreuses, plutôt en banlieue ou en province, pour des grandes maisons. De la place, oui, c'est Voilà. ça. Cela dit, ce format tiroir, comme on peut l'utiliser en machine unique, finalement peut aussi permettre de gagner de la place. C'est pas si bête que ça. C'est vrai. C'est pas faux. Très bonne remarque. Je te remercie. Donc, voilà, on n'a pas de prix encore, donc on attend de voir, mais ça devrait être disponible dans le courant de l'année. Chez LG aussi, un autre truc qui moi m'emballe plutôt pas mal. Ça fait des années et des années qu'on nous fait le coup du frigo connecté. Ah oui, ça. Alors le frigo connecté, moi je veux bien, mais alors ça fait 15 ans que j'en vois avec des machins, des écrans, des bidules, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez commander, il va vous manquer un yaourt, le yaourt il va apparaître automatiquement dans le rayonnage, ça va quoi. Chez LG, alors, ils ont fait un truc que je trouve pas mal, c'est tout bête. C'est une caméra, grand angle, installée dans le frigo, et à chaque ouverture des portes, ça prend une photo, grand angle de tout ce qu'il y a dans le frigo. À quoi ça sert ? Avec une application smartphone, vous pouvez à tout moment, à distance, regarder quel est le contenu de votre frigo depuis la dernière ouverture. Donc la mère de famille qui fait ses courses, elle se dit est-ce qu'il me manque du lait, du beurre ou je ne sais quoi. Elle allume son smartphone, elle peut voir en 2 secondes ce qui lui manque. Je trouve ça assez pratique, facile à utiliser, plutôt malin quoi. Christophe, qu'est-ce qu'on en pense chez Ailleurs du frigo connecté? Parce que vous en faites des réfrigérateurs pour le coup. Oui, on est fan des frigos, hein, vous savez, on est leader mondial sur ce segment-là, et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup présenté, je ne sais pas si on divisé tout à l'heure, mais pas mal de frigos avec des écrans et des choses assez intéressantes. J'aime bien le concept qui a été évoqué, effectivement, parce qu'il a une vraie finalité. On avait montré à l'IFA l'année dernière quelque chose qui était un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'à chaque moment où on rentrait les aliments, on les scannait très facilement avec une tablette et on les positionnait dans le frigo, mais c'était un peu moins on va dire facile à utiliser. Bah, voilà. On va pas scanner chaque plaquette de beurre ou chaque. Enfin, c'est un peu fastidieux. Exactement. C'est Mais ça, après, c'est le côté fastidieux qui est l'idée un peu, était aussi de pouvoir utiliser un code barre. Donc voilà, mais ça sous-entend que tous les produits soient codifiés avec un code barre, ce qui n'est pas le cas aussi. Mais est-ce que ça a réellement un avenir? Est-ce qu'il y a des clients pour ça aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Connecté, ouais. Moi je pense que c'est un petit peu tôt, il faut qu'il y ait une vraie légitimité et que ça serve vraiment à quelque chose. C'est vrai que c'est très bien de pouvoir voir à distance ce qu'il y a dans son frigo. Maintenant, est-ce que ça va encore assez loin? J'en suis pas sûr. Il y a des concepts qui vont vraiment beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils savent tout seuls ce qui manque, ils vont tout seuls faire les achats, ils vont acheter la boîte de lait la moins chère de ce qui existe sur le marché et l'envoyer directement. C'est-à-dire que là, la ménagère n'a même plus à réfléchir à ce qu'il y a dans son frigo parce qu'en fait, il va être réapprovisionné automatique. Là, je trouve ça assez rigolo, parce que finalement, on ne manque plus jamais de rien. On est en mode automatique comme dans un avion. Moi, il y a une chose, on parle d'innovation, on n'est pas forcément dans la haute technologie, mais je trouve ça assez malin chez LG. Il y a ce système de frigo à double porte. Oui, alors, moi je trouve ça fameux frigo avec la utile. caméra a une double porte. Alors, encore une fois, c'est un objet double très porte, c'est ce que je moussant, pensais, donc, c'était double porte. faut de la place, porte. également. Ça prend beaucoup de place évidemment encore, donc je pense encore à mes pauvres parisiens. Donc une double porte, et dans la porte, dans chacune des 2 portes, une autre paroisse s'ouvre. Ce qui permet de stocker des bouteilles, du beurre, les choses que l'on veut avoir, qu'on utilise assez souvent finalement. Et ça évite d'ouvrir l'ensemble du compartiment, de faire entrer de l'air chaud dans l'ensemble du compartiment et non pas de réchauffer l'intérieur, mais d'économiser un petit peu d'énergie. Je trouve ça plutôt malin aussi. Alors c'est pas très techno,
C'est tout con, mais c'est pas mal. C'est utile. Voilà, c'est utile. Voilà. Il y a un vrai intérêt, hein. C'est vrai qu'on avait montré il y a 2 ans un frigo avec un écran transparent pour la même raison, Ouais, c'est-à-dire très qu'on bien pouvait aussi, ouais. simplement en cliquant dessus voir ce qu'il y avait à l'intérieur et donc ne pas ouvrir et effectivement consommer moins d'énergie. Là, ce qui est vraiment malin. Christophe Chancenay, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci. Je vais vous libérer. Le temps que vous passiez derrière moi et que notre prochain invité entre en plateau. Merci beaucoup. On va faire notre petit jeu du jour. Alors, hier, nous vous proposions une montre WeThings Activité Pop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau à offrir à l'un de nos chanceux téléspectateurs, Grégoire? Eh bien, le Pulse O2 de WeThings, c'est le dernier tracker d'activité de WeThings. Donc, Tracker d'activité intelligent. c'est ça, pour compter ses pas, suivre son sommeil, c'est relié à son smartphone en Bluetooth, c'est livré avec un bracelet pour le porter au poignet ou un clip pour le mettre à la ceinture. Et donc, on vous fait gagner ce Pulse O2. Alors, pour gagner, c'est très simple. Je vais vous poser une question à laquelle vous allez devoir répondre via Twitter avec les hashtags WeThings et WatchTVCES. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Attention, voici la question. Elle est très simple. En quelle année a été fondée la société WeThings? En quelle année a été fondée la société WeThings? 3, 2, 1, top, c'est parti. On attend vos réponses sur Twitter. Pardon. Voilà, on accueille Quentin Sagnier, le président de De Vialet. Bonjour Quentin, merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Je sais que c'est pas facile d'arriver à l'heure à Las Vegas. Alors on va essayer de reprendre le cours de l'émission. Quentin, on s'est déjà parlé une fois au téléphone récemment. Vous présentez ici un produit révolutionnaire. Je vais vous demander d'abord de présenter De Vialet parce que c'est une entreprise que le grand public connaît encore peu et malgré tout, vous êtes déjà leader mondial dans votre secteur. Expliquez-nous ça. En fait, De Vialet, c'est la start-up la plus primée au monde pour ses technologies d'excellence dans le domaine du son. C'est une société qui a inventé une nouvelle technologie pour amplifier le son et qui est une technologie qui a des performances qui sont 1000 fois supérieures à ce qui existe sur le marché, ce qui existait sur le marché auparavant. Jusqu'à présent, on commercialisait des amplificateurs extrêmement haut de gamme entre 4 990 € et 23 000 €. Donc des produits qui s'étaient destinés à des gens qui sont des passionnés de matériel audio, enfin de musique, etc., mais aussi de matériel audio. Et on présente au CES un nouveau produit qui s'appelle Phantom et qui est un produit aujourd'hui dont le prix commence à 1690 €. On va le voir à l'image qui est un produit qui est destiné à tous les gens qui aiment la musique, très simple, et qui est plus uniquement un amplificateur mais un sound center. Nous on appelle Implosive Sound Center pour des raisons que je pourrais détailler, mais voilà, donc on s'ouvre à un marché beaucoup plus large. On assiste un peu dans un sens, vous m'arrêterez si je me trompe, mais est-ce qu'on n'assiste pas à la renaissance de l'audio haute qualité? On a eu beaucoup avec les smartphones de MP3, de choses comme ça. On voit que l'audio haute définition commence à revenir avec même des services de streaming comme Qobuz. Est-ce que vous le ressentez? Alors ce qui s'est passé dans la musique depuis 30 ans, c'est rendre les contenus disponibles partout. C'est-à-dire qu'on a le Walkman même, c'était le début. On pouvait emporter sa musique avec soi, avec un casque, suivi par l'iPod, et puis la disponibilité, iTunes, des gros catalogues disponibles en ligne, puis après Spotify, Deezer, enfin du streaming. Aujourd'hui, on a des millions de titres. On oublie que c'est nouveau, mais la réalité, c'est que ça a été un bouleversement, parce que tous les contenus sont disponibles instantanément sur n'importe quel device. En revanche, en termes d'écoute de son, alors l'écoute au casque, contrairement à ce qu'on dit souvent, elle est en fait de bonne qualité, parce que au casque, on amplifie très peu, donc on crée très peu de distorsion, et on a une écoute très intime en fait. Donc simplement, ça vaut pas le partage de la musique. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire une nouvelle révolution, cette fois-ci, dans le domaine de l'écoute et du partage de la musique.
non pas simplement au casque, mais maintenant dans un espace. Et effectivement, le marché, maintenant que la musique est disponible partout, le marché, il a soif de ça. C'est-à-dire on est convaincu qu'on arrive exactement au bon moment, les contenus sont disponibles, et ce qu'on a envie, c'est de partager la musique. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'imposer dans un milieu aussi dogmatique et conservateur que celui de l'audiophilie, hein? On en parlait récemment, vous disiez qu'il y a des choses qui étaient grotesques, limite. Bon. Comment est-ce qu'on fait? Il faut casser les codes. Vous mettez beaucoup d'électronique dans vos produits, c'est même que de l'électronique, du logiciel, du software. Vous avez des produits qu'on peut mettre à jour, vous utilisez le streaming, toutes ces choses que jusqu'à maintenant un audiophile regardait avec horreur. Ben, il faut croire, il faut avoir une vision, il faut croire à ce qu'on fait et il faut être extrêmement spectaculaire et radicaux dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a fait, nous on nous disait quand on est arrivé sur ce marché-là, on disait il faut faire des gros produits, il faut forcément faire des éléments séparés, si c'est moche c'est encore mieux, enfin voilà. Et nous on pense que beau c'est mieux que moche, simple c'est mieux que compliqué, voilà donc et performant, enfin et à des prix raisonnables, c'est-à-dire nos produits high-end sont des produits qui, je disais tout à l'heure, qui commencent autour de 5 000 €, mais dans ce monde de l'audiophilie, et c'est comme ça qu'on réussit à être leaders mondiaux, ça reste assez peu cher. C'est un produit extrêmement abordable, oui, compte tenu des performances exceptionnelles. Donc voilà, donc il faut croire à ce qu'on fait, il faut, ce sont des marchés d'offres, donc il faut inventer l'offre, et c'est ce qu'on fait, et avec une attention, comment dire, une obsession de donner du plaisir aux consommateurs. Oui, sur les prix, c'est Cabas qui dévoile ici un système audio qui coûte entre 140 et 200 000 €, c'est ça? C'est ce qu'on a vu, donc effectivement quand on est sur 5 000 €, on reste encore largement abordable. Alors, Embrick, oui, je t'en prie. J'avais une question, parce qu'en fait, vous parliez de la généralisation de la musique avec ces catalogues énormes. Comment est-ce que vous expliquez aux gens que ce catalogue qui est du MP3 compressé, dont tout le monde dit que c'est pas de la bonne qualité en gros, que vous allez pouvoir le raviver? Comment vous faites? Parce que finalement, ce catalogue il est disponible mais il n'est pas de bonne qualité. Comment vous faites-vous pour leur donner une bonne qualité alors qu'on sait qu'il a été dévoyé déjà? Alors, le catalogue est pas de si mauvaise qualité que ça. C'est-à-dire, enfin, nous on pense que le discours sur la qualité, c'est un discours qui a été initié par les maisons de disques pour lutter contre le piratage. Un MP3 écouté sur la plupart des amplificateurs ou des casques, etc., n'abîme pas le fichier. Enfin, je veux dire, ce qu'on entend est de bonne qualité. Est-ce que les AAC que vous avez sur iTunes sont des formats qui sont des formats de qualité? D'accord. Surtout pour des écoutes, pour la plupart des écoutes qui ne sont pas des écoutes d'une attention absolue. Ce qui est vrai, c'est que dès lors qu'on a une technologie comme Devialet, on a envie de fait d'accéder à des fichiers de meilleure qualité. Les fichiers qu'on va trouver sur des CD et qu'on va ripper, ou des fichiers qu'on va pouvoir trouver sur les quelques services de musique en ligne haute définition, type Qobuz, qui peuvent exister sur le marché. D'accord. Alors, vous lancez donc le Fantôme, un produit dont vous dites qu'il change tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette rupture, en quoi il change tout? Est-ce qu'il y a besoin de rééduquer les oreilles aujourd'hui? Est-ce que ce produit, je veux dire, peut convenir à tout le monde? En quoi il change tout? Je pense que c'est un gros mystère pour beaucoup de monde. En fait, vous l'avez écouté, c'est l'expérience de l'écoute est différente, mais tout le monde s'en rend compte immédiatement. C'est-à-dire, on voit à l'image ce produit. C'est comme quand vous avez un écran haute définition, vous mettez n'importe qui devant et comparez un écran cathodique. Voilà, vous avez compris au moment même où vous avez vu l'écran qu'il y avait une différence. C'est la même chose, c'est-à-dire on n'a pas besoin de s'éduquer pour entendre la différence sur un Fantôme par rapport à ce qui peut exister auparavant.